Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Je porte cette idée depuis de nombreuses années. Mais la politique avec un grand P, pas la petite politique politicienne, les petites phrases les uns contre les autres. La politique avec un grand P, c'est la vie de la cité. Est-ce qu'il existe dans ce débat des violences policières? Oui, il existe des violences policières. Elles sont inacceptables. Je porte un changement. Et ce changement est fort. Mais il faut qu'il soit réussi. Parce que ce n'est pas ceux qui parlent le plus fort qui réussissent le mieux le changement. Et je voudrais que Paris reste cette promesse d'avenir, cette promesse de liberté. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier café incubateur de la saison 2025-2026. Pour celui-ci, nous avons eu l'honneur et le privilège d'aller interviewer M. Bournazel dans ses locaux. Alors, M. Bournazel était député de Paris pendant 10 ans, conseiller à Paris et maintenant candidat Horizon à la mairie de Paris pour les élections 2026. Alors avec M. Bournazel, pendant à peu près 1h15, on a eu la chance d'échanger sur ses missions pour Paris, son programme, son message à la jeunesse et enfin, un peu connaître son histoire de ce qui a fait de lui l'homme politique qu'il est aujourd'hui. Bon visionnage à tous. Bonjour Monsieur Bournazel, Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans vos locaux. Donc nous venons dans le cadre de votre campagne de 2026 pour la mairie de Paris. Donc pendant cette interview, ça se déroulera en 3 étapes. Donc nous aurons tout d'abord une présentation donc de votre parcours et de vos convictions. Puis nous aurons une partie sur votre programme. Et enfin, des questions plus générales pour les étudiants et les jeunes parisiens. Très bien. Voilà. Donc tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter de manière un peu assez rapide? On poursuivra après par une présentation détaillée par des questions. Voilà. Écoutez, je suis Pierre-Yves Bournazel. Je viens de Corrèze, où j'ai passé mon enfance et mon adolescence. Je suis né juste à côté, dans le Cantal, à Rion-Esmontagne. Très jeune, j'ai aimé l'histoire et la géographie. C'est ce qui m'a amené à m'intéresser à la vie publique, au débat d'idées et donc à la vie politique. Mon grand-père avait fait la Seconde Guerre mondiale et il m'a transmis ce goût de l'histoire de France, qui m'a ouvert aussi à l'histoire du monde. Voilà, j'ai fait des études à Sciences Po à Toulouse, puis je suis venu à Paris conquérir ma liberté d'homme, construire ma vie comme je l'entendais. Ma vie personnelle, ma vie professionnelle. J'ai aimé Paris tout de suite. Je suis tombé amoureux de la plus belle ville du monde, comme beaucoup de personnes venues du monde entier. C'était une histoire d'amour et de passion. Et puis, évidemment, au fil du temps, je me suis engagé sur des sujets qui m'ont intéressé. J'ai beaucoup appris au contact de personnes rencontrées. Voilà quel est un peu mon parcours. D'accord, merci beaucoup. Donc, je rebondis sur ce que vous avez dit. Donc, vous venez du Cantal. Qu'est-ce qui vous a en fait poussé à quitter cette région donc d'origine pour venir à Paris? À quel moment en fait ce choix il s'est imposé et de quelle manière ça a pu marquer votre vision politique aujourd'hui? C'est imposé parce que j'avais envie de Paris. J'avais envie de découvrir la capitale et je suis tombé amoureux de Paris. Et ça arrivait à des millions de citoyens venus d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Asie, comme du fin fond du Cantal ou de la Corrèze. Et je voudrais que Paris reste cette promesse d'avenir, cette promesse de liberté. Et j'ai découvert, en arrivant à Paris, la vie, le monde, les terrasses de café bondées, les théâtres, le cinéma en deuxième séance. J'ai découvert les lumières dans les appartements, c'est tout bête, mais pour un gars venu de la campagne, ça compte. Et donc j'ai aimé Paris, son patrimoine, son énergie, la diversité de ses habitants, et je me suis fondu parmi les Parisiennes et les Parisiens. Voilà, j'aime profondément cette ville et on y découvre toujours quelque chose. Il suffit de marcher, j'aime beaucoup marcher, hein, donc on découvre la diversité des quartiers et des villages de Paris. Dans une ville-monde cosmopolite, on apprend à regarder le bâti, à regarder le petit patrimoine faubourien, l'haussmannien, et puis découvrir les multiples facettes de Paris. Et puis surtout les Parisiennes et les Parisiens, jeunes, moins jeunes, de toutes origines, de toutes conditions sociales. Et c'est une richesse et une force pour Paris. Donc c'est la ville de la liberté, la ville de la création, la ville de l'innovation, la ville de la tolérance. Et c'est ce que je porte et c'est ce que je veux défendre. Donc je suis devenu moi aussi maintenant un Parisien après 25 ans de vie dans cette ville. Je suis venu y conquérir donc ma liberté d'homme. D'accord. Vous nous avez un peu rappelé votre parcours, dont Sciences Po Toulouse. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que vous avez eu une envie de carrière politique? Quel a été l'élément déclencheur finalement? C'est une très bonne question. Je ne pensais pas faire de politique parce que je n'en avais pas les codes.
et on ne faisait pas de la politique dans ma famille. On s'intéressait aux grands sujets. Mon grand-père m'a donné le goût de l'histoire parce qu'il avait fait la Seconde Guerre mondiale. Il avait été au front, il a été prisonnier, il a été blessé. Donc il m'a appris la gravité de l'histoire. Et tout ça m'a passionné très jeune. Et quand j'avais 8-9 ans, je connaissais mieux les préfectures de France et les capitales du monde qu'aujourd'hui. J'avais le goût des cartes, voilà, de découvrir le monde, les évolutions, voilà, l'histoire, la géographie. Tout ça m'a amené au débat d'idées. Quelles sont les idées, quelles sont les bonnes idées, quelles sont les confrontations, quels sont les enjeux. Et donc j'ai toujours eu le goût, et je garde tout ça, le goût du débat. J'aime le goût du débat, de la confrontation, des points de vue. Voilà, je suis profondément démocrate au sens propre du terme. Je crois qu'on apprend toujours à débattre, à écouter le point de vue de l'autre et à s'enrichir de ce point de vue de l'autre pour forger ses propres convictions, ses propres valeurs, son propre cheminement. Donc j'y suis arrivé de manière, j'allais dire, tout à fait libre, sans a priori idéologique, même si je venais de Corrèze, donc il y avait un leader politique très fort qui était Jacques Chirac, qui aimait les gens, parce que Chirac, en Corrèze, c'était un homme qui s'occupait des gens et qui traitait de la même façon les gens de toutes conditions sociales. Et on l'a vu ensuite comme président, avec ses qualités, ses défauts, ses réussites et ses échecs, bien sûr, mais on l'a vu, par exemple, affirmer le non à la guerre en Irak, affirmer le dialogue des cultures et des civilisations, défendre la laïcité, défendre les valeurs républicaines contre l'extrémisme et notamment l'extrême droite, pour ne jamais composer avec elle. Donc il y avait un peu de ça, et donc je me suis intéressé, et puis je suis rentré progressivement dans la vie publique, plutôt par la fenêtre, parce que les portes sont assez verrouillées, et quand on n'a pas les codes, voilà, force de conviction, force de travail, de ténacité, voilà, j'ai réussi à faire mon chemin et à le poursuivre en gardant toujours une liberté de ton et une indépendance d'esprit. De l'UMP à Horizon, il y a quand même un cheminement entre les deux. Expliquez-le nous, entre guillemets, comment est-ce que vous, après la création du parti d'Édouard Philippe, vous avez vu une sorte de porte ouverte, un renouveau au centre, enfin centre droit, si je peux préciser. Ouais. Écoutez, moi je me suis engagé assez jeune, c'était la fin des années Mitterrand, et la gauche ne donnait pas beaucoup envie parce qu'elle avait dit qu'elle changerait la vie et le bilan était assez contrasté. Et il y avait la figure tutélaire de Chirac en Corrèze, et mon grand-père qui avait fait la Seconde Guerre mondiale, c'était un peu la culture gaulliste, pas au sens partisan du terme, au sens voilà, parcours, la résistance, la libération de la France. Et donc je dirais que je suis issu d'une droite modérée et éclairée, au sens une droite qui combat l'extrême droite, qui combat les extrémismes politiques, les tendances populistes. Mais j'ai gardé toujours une liberté de ton. J'ai toujours été plus progressiste en moyenne que la droite, même modérée, notamment sur les questions sociétales, assez avant-gardiste sur les questions de soutien à la création, la culture, sur toutes les questions d'écologie. Mais je suis attaché aussi à l'ordre public, je suis attaché à des comptes bien tenus, à un certain sérieux. Voilà. Et donc dans cet équilibre-là, je me suis senti plutôt bien avec Alain Juppé, dont j'étais le porte-parole de la campagne des primaires en 2016. Et puis lorsque Emmanuel Macron a été élu en 2017 et qu'il a souhaité faire le dépassement, j'ai senti qu'il y avait une période charnière, c'est-à-dire sortir des idéologies. Moi je ne suis pas un idéologue, je crois aux idées. Les idées c'est le mouvement, on peut évoluer, on peut changer en se confrontant aux réalités, aux évolutions du monde, alors que les idéologies vous enferment dans un carcan où vous voulez toujours avoir raison sur l'autre. Donc je considère que ce n'est pas les partis qui comptent. Un parti c'est des personnalités qui s'associent avec leurs différences pour porter des idées. Pour porter une vision. Mais ce qui compte, c'est le service de son pays ou le service de sa ville. Et donc c'est pour ça que je veux toujours garder ma liberté de ton et mon indépendance d'esprit. Ça me permet de rassembler, ça me permet de tendre la main. Et aujourd'hui, par exemple, dans mon équipe, j'ai des gens qui viennent de la gauche comme de la droite, du centre et de la société civile. Alors évidemment, ils combattent les extrêmes, ils combattent le populisme, mais ils se retrouvent avec des sensibilités pourtant très différentes sur certains sujets. Mais à un moment, il faut être en point de convergence, capable de faire quelque chose pour sa ville. C'est pareil pour un pays, pour moi. Et donc aujourd'hui, à Horizon, ce que j'aime bien, c'est qu'Édouard Philippe, c'est un homme d'État. C'est-à-dire que ça ne court pas les rues, les hommes d'État. Il a une dimension, il a une vision d'avenir, il voit loin, il a la solidité d'expérience de celui qui a traversé une grave crise, celle de la Covid, au moment où tout tanguait, où on ne savait pas grand-chose. Il a tenu un discours de vérité aux Français, il a tenu bon
le manche du navire France au moment où le bateau pouvait couler. Il ne tombe jamais dans la facilité et la démagogie. C'est un très bon maire du Havre, par ailleurs, dans une grande ville populaire où il prouve qu'on peut délivrer de très bonnes politiques publiques équilibrées, bien gérées, s'occuper du développement des mobilités douces, du développement des transports en commun, d'avoir une stratégie sur l'attractivité économique, d'assurer la sécurité avec une police municipale, de rénover des quartiers, d'amener une offre culturelle forte. Bref, je le trouve très complet et très solide. Ok. Pour revenir sur ce que vous disiez, vous mettez en avant votre côté écolo. Mais en fait, c'est-à-dire vous êtes écolo, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait pour vous d'être écolo? Alors, écolo, j'assume d'être écolo, parce que je pense qu'il faut transformer notre modèle de production et de consommation pour lutter contre le réchauffement climatique. Et nous menons, nous l'humanité, un combat contre le temps. Et j'ai toujours porté au Conseil de Paris, à l'Assemblée nationale lorsque j'étais parlementaire, des combats pour accélérer les politiques publiques et la transformation de ce modèle-là. L'agriculture, l'industrie. Je dis que je suis écolo parce que j'ai été avant-gardiste par rapport à beaucoup d'autres. Les ONG m'ont d'ailleurs classé 6e député le plus écologiste de France en 2017 et 2022 parce que j'ai posé des actes politiques forts, notamment à l'Assemblée nationale, pour aller plus loin, plus vite et plus fort en la matière. Il y a beaucoup de résistance et c'est en ça que je me sens profondément écolo, oui. D'accord. Donc concrètement, je me suis battu sur des questions pour l'agriculture biologique, pour la défense des produits locaux, pour sortir du plastique, pour lutter contre la pollution et transformer notre modèle industriel pour moins polluer, de mieux éduquer au respect de l'environnement, de sanctionner celles et ceux qui ont de mauvais comportements, de transformer notre modèle en formant à de nouveaux métiers éco-responsables, en développant l'écohabitat, en développant les transports en commun, une alimentation de qualité respectueuse de l'environnement. Bref, sur tous ces fronts, j'ai essayé de porter une vision et des propositions très concrètes et opérationnelles à l'échelle nationale et au-delà même européenne, internationale, et puis de manière très locale, très concrète aussi à Paris et à l'échelle du Grand Paris. D'accord. J'avais une question. Être homme politique ou femme politique et maire, c'est aussi être au service des autres. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Un peu comme... Parce que c'est quand même très vague, surtout pour nous, jeunes, Oui. quand on attend des hommes politiques à la télé dire qu'ils sont au service des autres. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la politique, c'est la vie de la cité, hein, au sens propre du terme. La vie de la cité, c'est-à-dire qu'il faut s'occuper de l'intérêt général. L'intérêt général, c'est compliqué parce qu'il faut définir des politiques publiques. Par exemple, quand vous êtes maire, vous avez la responsabilité des écoles, des crèches, de l'accès au logement, de la voirie, des transports en commun, de la place du piéton, de la place du vélo, du stationnement. Il y a beaucoup de sujets. Donc il faut hiérarchiser les priorités, il faut savoir les financer, il faut savoir mettre en place des politiques publiques. Et puis parfois, vous avez des décisions à prendre. Des décisions, elles ont des avantages, elles ont aussi des inconvénients. Prenez votre cas personnel dans votre famille. Vous avez des décisions à prendre, parfois. Qui s'occupe de quoi, comment on partage les tâches, et ce n'est pas toujours évident. Donc vous imaginez à une échelle beaucoup plus large, avec une population beaucoup plus diverse, avec plein de contradictions, plein d'attentes différentes. Il faut savoir prendre soin des autres, définir une vision, définir des politiques publiques, faire des arbitrages après avoir écouté et dialogué avec tout le monde. Mais quand vous prenez votre décision, évidemment, il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui sont moins contents, et il faut bien s'en occuper. J'entends parfois sur le terrain, parce que je suis un élu de terrain, je discute avec tout le monde, et les gens sont très sympathiques, mais je sens que la critique est très forte sur les politiques en général. Et la politique même, sur le phénomène de la politique. Et sur la politique, je dis, écoutez, si demain il n'y a plus d'engagement pour la cité, si on ne produit plus de commun, si on ne fait plus des choses pour gouverner une ville ou un pays, c'est l'anarchie. L'anarchie, ça amène quoi? C'est la loi du plus fort. Bien sûr qu'il y a des choses qui dysfonctionnent. Et je me bats justement pour porter un projet, par exemple pour changer les dysfonctionnements, apporter de nouvelles idées, de nouvelles propositions, de nouvelles solutions. Mais aussi des choses qui marchent. Bien sûr qu'il y a des choses à réformer, mais enfin on a quand même une école. Bon, il y a des choses à changer à l'école. Enfin on a une école qu'on a construite au fil des décennies, qui est laïque, qui est gratuite, qui est obligatoire. Nous avons un fonctionnement aussi pour développer nos transports en commun. Bien sûr, ils ont plein de problèmes. J'ai des propositions sur l'accessibilité, la sécurité, le confort, le développement d'un certain nombre de lignes. Enfin, il y a eu des progrès. Sans ça, sans politique, il n'y a pas tout ça.
Donc la politique, c'est mettre en commun, c'est penser à l'autre aussi. Voilà. Le politique, mais nous, comme citoyens, penser à l'autre. On ne peut pas tout avoir pour soi, il faut faire avec les autres, en tenant compte de la vie des autres, des préoccupations des autres qui ne sont pas forcément les miennes, pour que la politique garantisse un intérêt général. Voilà. Et donc, ça nécessite un grand débat démocratique. Dans toutes ces contradictions, dans toute cette complexité, il faut dégager des voies claires. Et c'est tout le charme de la démocratie. Et c'est sûr que ce n'est pas toujours très simple d'expliquer quand on a des vies chargées, compliquées, lourdes, de prendre le temps du recul et de comprendre ce que souhaite l'autre. Et la politique doit pouvoir permettre ce débat apaisé pour prendre le point de vue de l'autre et essayer, dans tous ces points de vue différenciés, de trouver la bonne voie. Voilà. Et tant qu'on peut faire ça, c'est qu'on est en démocratie et qu'on protège nos droits et nos libertés avec des insuffisances, mais aussi des réussites, plutôt que yaka, faucon, et d'avoir des pouvoirs autoritaires qui imposent effectivement un point de vue. Et là, on rogne sur les libertés, sur les droits. Et malheureusement, l'histoire nous a enseigné que cet extrémisme-là nous amène à l'abîme. Voilà. Et donc nous avons un ardent devoir, c'est celui de nous battre pour des fondamentaux républicains et démocratiques. Et ce que je porte à Paris, c'est aussi que Paris soit un rempart à cet extrémisme politique qui gagne du terrain et qui est un véritable danger pour notre pays et pour le lien que les citoyens ont entre eux. En conclusion, je dirais qu'il est plus simple pour un politique de dire « il n'y a qu'à faucon ». Il est plus simple pour un politique de dresser les Français les uns contre les autres pour les exciter. C'est plus compliqué d'expliquer la complexité des sujets, des phénomènes, des contradictions d'une société. Mais c'est dans cette complexité qu'on forge aussi l'unité d'une ville ou l'unité d'une nation. C'est comme ça qu'on y arrive. Voilà. Et je pense que cette voie-là, elle est beaucoup plus sage et qu'elle peut produire beaucoup plus de résultats. En tout cas, j'ai cette volonté, cette détermination. Et je serai très combatif pour défendre l'essentiel. Alors récemment, donc Renaissance vous a apporté leur soutien pour cette campagne. Pourquoi vous, en fait? Il faudrait leur demander. Oui, mais vous, pourquoi, selon vous, ils vous ont choisi? En tout cas, je crois que je suis un homme de rassemblement. C'est mon tempérament et mon caractère. J'aime travailler avec les autres, j'aime découvrir les autres, j'aime apprendre des autres. J'ai toujours fonctionné comme ça, comme élu de terrain. Mais aussi, que lorsque j'étais à la région, j'ai porté la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et j'ai travaillé avec Anne Hidalgo qui était maire de Paris alors qu'elle n'est pas de ma sensibilité politique. J'ai travaillé avec le ministre des Sports de François Hollande alors que ce n'était pas ma sensibilité politique. J'ai travaillé avec des gens formidables comme Tony Estanguet et notre regretté Bernard Lapassé qui ont porté la candidature. Et on s'est dit on se met ensemble, on bosse ensemble. Et on porte la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques. On donne une vision de ce que doit être des Jeux adaptés à la lutte contre le réchauffement climatique et faire en sorte qu'il y ait un héritage politique de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. On l'a mené ensemble. Et on a gagné cette candidature et après on a pu la construire. Comme député, j'ai fait par exemple voter une proposition de loi à l'unanimité en 2021. À l'époque, il n'y avait pas de groupe RN, mais du groupe communiste au groupe LR. Je suis allé voir tout le monde, j'ai discuté avec tout le monde, j'ai tenu compte des points de vue, des amendements des uns et des autres, et j'ai pu produire une proposition de loi sur la lutte contre la contrefaçon. J'ai pu la faire voter à l'unanimité. Voilà. Savoir travailler avec les autres, savoir convaincre les autres, c'est dans mon tempérament, c'est dans mon caractère. Et je crois que c'est très important pour un maire. Un maire de Paris, ce n'est pas quelqu'un qui est en guerre permanente. Un maire de Paris, c'est quelqu'un qui doit apaiser la gestion, qui doit travailler avec l'État, avec la région, avec les communes riveraines, avec les citoyens, avec les associations, avec les entreprises, pour trouver les bonnes solutions aux bons endroits et être capable de déléguer des responsabilités aussi pour que ça soit efficace, pour que le service public municipal, ça fonctionne. Il faut que ça marche, il faut que ça se prouve. Des rues propres, ça soit où ça n'existe pas. La place du piéton sécurisée dans cette traversée, ça existe ou ça n'existe pas. La qualité alimentaire dans les cantines pour des enfants, elle est là ou elle n'est pas là. Et je pourrais vous donner 1000 exemples. Donc il faut que ça marche. Et pour que ça marche, c'est pas soi seul dans son coin, de manière verticale, qu'on peut décider. Donc mon tempérament, mon caractère, ma méthode de travail, ça a toujours été, on tend la main, on additionne les talents et les compétences, on fait travailler les gens ensemble et on aboutit à des résultats. On expérimente des choses, on voit si ça marche, on les généralise si ça marche, on les arrête si ça dysfonctionne, on évalue ce qu'on fait pour voir si ça produit des résultats, parce que le seul objectif, c'est que ça soit positif pour les citoyens.
Voilà. Et donc cet état d'esprit, je pense, cette méthode de travail trouve un écho et j'en me réjouis de plus en plus important. Je suis un homme libre, indépendant d'esprit, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je garde ma liberté, je garde mon indépendance, je rassemble et je dis aux gens qui me rejoignent, ma seule boussole, c'est le service des Parisiennes et des Parisiens, ma seule boussole, c'est le service de Paris. Voilà, j'ai des gens qui viennent de l'équipe de Bertrand Delanoë qui était à gauche, qui m'ont rejoint. J'ai des gens qui étaient avec Jacques Chirac, je pense à Jean-François Lamour, ancien champion olympique, qui est avec moi. Ils ne pensent pas la même chose sur un plan national, mais ils pensent que le chemin que nous portons à Paris est le bon chemin. Il y a des gens qui viennent de la société civile et qui s'en foutent de la gauche et de la droite. Ce qui les intéresse, c'est d'être efficace sur la politique sociale, d'autres c'est sur les solidarités, d'autres c'est sur la grande exclusion, d'autres c'est sur l'écologie, d'autres c'est la culture, le sport, l'autre c'est sur l'attractivité économique. On les additionne. Voilà, je pense qu'on a besoin de ça. Il y a suffisamment de gens qui mènent la vie politique à soustraire, à éliminer. Nous, on va plutôt additionner. D'accord. Moi, j'avais une question concernant Benjamin Haddad, car récemment, il a soutenu ouvertement Rachida Dati. Pourtant, il fait partie originellement de votre bloc commun, du centre. Qu'est-ce que vous dites aux macronistes, entre guillemets, qui changent de navire? Je leur dirais que je suis un homme libre et que, comme je suis un homme libre, je respecte leur liberté. Ce n'est pas de mon côté qu'il faut chercher la division, la querelle permanente, ce n'est pas ma conception de la politique. Je garde toujours la tête froide et j'avance, je continue le rassemblement. Il y a beaucoup de gens qui, il y a quelques mois, pensaient soutenir d'autres candidats et qui me soutiennent aujourd'hui. Et je les en remercie et je continue à rassembler. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui ne me soutiennent pas aujourd'hui, qui me soutiendront un peu plus tard. La porte est ouverte, on trace le sillon. Ok. Pour finir cette première partie, est-ce que vous pouvez nous donner une qualité et un défaut de vos adversaires, s'il vous plaît? Donc on va se concentrer sur Madame Dati, Monsieur Grégoire et Madame Chikirou. Si vous voulez, alors il faut Si que je vous réfléchisse bien. Oui, Parce que je ne me suis pas levé ce matin en pensant ça. en pensant à ça. Ouais. Alors, redites-moi, qualité défaut de... De Madame Dati déjà. Alors, qualité de Madame Dati, je dirais qu'elle est énergique. Défaut, je dirais que elle fracture beaucoup. Qualité de Madame Chikirou, je pense que je pourrais dire aussi qu'elle est combattante. Oui. Son défaut, je trouve aussi qu'elle est dans l'idéologie. Voilà, idéologue. Et pour moi, encore une fois, je sépare l'idéologie des idées. Je crois aux idées. Les idées, c'est le mouvement. Donc on peut évoluer en fonction des réalités et des rencontres que l'on peut faire quand on apprend. Alors que quelqu'un d'idéologue, c'est quelqu'un qui est absolument certain que ce qu'elle pense, c'est comme ça et pas autrement, et c'est intangible, et ça ne changera jamais. Voilà. Et ensuite, la troisième personne, Grégoire. Emmanuel Grégoire. Quelle est sa qualité? Sa qualité, c'est qu'il est un homme engagé sur des dossiers. Son défaut, c'est que c'est le sortant depuis d'un bilan qui vient de très très long. Donc on passe à notre deuxième partie, donc on va se concentrer sur votre programme et donc vos idées que vous voulez apporter pour Paris. Tout d'abord, on va se concentrer sur votre envie d'un Paris plus vert, finalement, que vous mettez beaucoup en avant, ce côté-là. En fait, monsieur, vous critiquez vivement donc l'hyperdensification de Paris, donc, depuis 2014, mais vous reconnaissez en même temps qu'il n'est pas plus facile aujourd'hui de se loger et que les familles et les classes moyennes sont chassées un petit peu de Paris. Comment comptez-vous résoudre cette crise du logement sans construire en fait finalement? Est-ce que vous ne risquez pas d'aggraver la pénurie et de faire encore plus monter les prix dans un Paris qui est quand même déjà assez cher aujourd'hui? D'abord parce qu'il faut réfléchir à la bonne échelle. Paris
C'est une petite ville en termes de superficie. 105 km². C'est une petite ville en termes de superficie comparée à d'autres villes comme Londres ou Berlin. 87 km² si on retire le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, qu'il faut évidemment protéger. Nous sommes la capitale la plus dense d'Europe et une des métropoles les plus denses du monde. Nous avons une densité comme Mumbai. Donc je crois que ce n'est pas par une politique de bétonnage que l'on va lutter contre le réchauffement climatique et résoudre le problème du logement. En revanche, il faut penser à la bonne échelle, à l'échelle du Grand Paris. À l'échelle du Grand Paris, on peut amener des projets qui vont bénéficier aux Parisiens et aux grands Parisiens pour avoir davantage d'offres de logement, d'offres privées, d'offres intermédiaires pour les classes moyennes et d'offres sociales pour les personnes les plus modestes. Paris doit prendre sa part, évidemment. D'abord parce qu'on peut faire de la rénovation et de la réhabilitation d'immeubles qui sont parfois indignes ou insalubres, pour les remettre aux normes et redonner ces logements aux Parisiens. On peut transformer certains bureaux qui sont usagés pour l'activité économique et les transformer en logements, pour avoir plus d'offres de logements sans bétonner et construire. Et puis il peut y avoir de nouveaux projets, bien sûr, à condition que ce soit éco-responsable et qu'on soit d'abord dans la qualité avant d'être dans la quantité, c'est-à-dire pas toujours plus, mais toujours mieux. D'avoir de l'éco-habitat et de faire en sorte que ces logements soient des logements durables et pas des passoires thermiques. Et que ces logements correspondent aux besoins de notre politique de lutte contre le réchauffement climatique. Donc on peut faire des choses, vous voyez, là en matière de logement. Il faut que ça soit équilibré entre l'offre privée, dont on a besoin pour redonner confiance aux propriétaires. On peut remettre des logements aujourd'hui qui sont retirés du marché principal, qui sont beaucoup dans la location saisonnière. Je voudrais redonner aux propriétaires la confiance pour qu'ils remettent leurs biens sur le marché principal. Je serais prêt, demain comme maire, à leur baisser la taxe foncière pour les encourager et à créer un fonds de garantie de paiement des loyers qui sécurise le propriétaire et qui protège aussi le locataire en cas de problème impayé dû à des accidents de la vie. Voilà, de retisser en fait de la confiance plutôt que d'avoir une société de défiance où le propriétaire retire le bien du marché et où le locataire trouve de moins en moins de biens, ce qui fait qu'aujourd'hui, dès qu'il y a un logement sur le marché, vous avez des dizaines, voire des centaines de personnes qui attendent et qui s'inscrivent pour en bénéficier. D'accord. Pour revenir sur la lutte face au réchauffement climatique et à Paris, vous préconisez, vous appuyez souvent sur le rapport Paris à 50 degrés. Oui, tout à fait. De le Lièvre, pardon. Or, celle-ci préconise un investissement massif, sachant que la ville est déjà endettée. Comment est-ce que vous voulez faire pour pas encore surendetter la ville de Paris ? Comment est-ce que vous comptez trouver des moyens financiers, peut-être différemment ? Tout à fait. Il va falloir investir. Investir, c'est une bonne dépense. Ça veut dire qu'on prépare l'avenir. En matière de recherche, en matière de logement, en matière d'espace public, en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Et donc pour ça, il faut dégager des marges de manœuvre. Je suis le candidat qui porte un plan d'économie sérieux. Un plan d'économie d'1 milliard d'euros sur le fonctionnement. C'est-à-dire sur le train de ville, l'hôtel de ville, en faisant des réformes structurelles. Un plan d'1 milliard d'euros d'économie, c'est par exemple un grand plan de lutte contre l'absentéisme à Paris qui coûte 250 millions d'euros par an. Ça, c'est vraiment un gros sujet. J'ai beaucoup travaillé. On va faire des propositions pour le bien-être au travail, pour améliorer les ressources humaines, lutter contre aussi les certificats médicaux abusifs. Ça existe avec un contrôle administratif. Et puis en même temps, en encourageant le sport, le suivi médical, social et psychologique des agents et des fonctionnaires pour vraiment être mieux au travail et puis promouvoir les fonctionnaires et agents publics entre les directions pour avoir des carrières évolutives qui permettent d'éviter parfois des blocages. Je vais supprimer les voitures avec chauffeur pour les élus et aux fonctionnaires de la ville. Je vais supprimer les jetons de présence pour les élus dans les conseils d'administration des sociétés d'économie mixte de la ville de Paris. Je vais supprimer le journal papier à Paris. C'est des économies financières, mais c'est 45 milliards sauvés sur une mandature. Je vais débureaucratiser l'administration parisienne, c'est-à-dire qu'il y a trop aujourd'hui d'encadrement et il vaut mieux soutenir plutôt les agents de terrain, les policiers municipaux, les agents qui s'occupent de la propreté, les puéricultrices pour nos crèches, bref. On va débureaucratiser pour dégager des marges de manœuvre pour investir. Et donc la transformation écologique, elle est prioritaire.
Donc, pour lutter contre le réchauffement climatique, on a parlé tout à l'heure de l'écohabitat, j'ai des propositions pour améliorer. La rénovation thermique des bâtiments municipaux, des logements sociaux, mais aussi le lien avec les copropriétaires pour investir dans la rénovation thermique et lutter contre les abus énergétiques. Développer les transports en commun, développer la marche à pied et la place du piéton en le protégeant dans les traversées, développer le vélo en éduquant au savoir rouler et en sanctionnant les incivilités. Bref, on va transformer notre ville, on va lutter contre le réchauffement climatique, on va faire réduire la pollution pour mieux vivre à Paris avec un investissement stratégique, avec une véritable vision, une culture de l'évaluation et de l'expérimentation et avec un financement qui sera prévu par des économies. D'accord. Vous avez résumé pas mal de nos questions à travers... C'est la force de conviction qui m'a fait aller trop loin. Donc, vous êtes en fait entre un petit peu la gauche d'Hidalgo et la droite de Dati. Donc, on peut vous présenter comme finalement le candidat un petit peu de l'apaisement à Paris. Mais en même temps, certains vous diront que vous êtes le candidat finalement du en même temps, justement. Et qu'est-ce que vous leur dites finalement quand on voit aujourd'hui que 46% des Parisiens veulent changer radicalement de politique? Qu'est-ce que vous leur dites à ces personnes-là qui ne sont pas forcément convaincus, qui veulent un vrai changement et vous, en vous positionnant comme ni gauche ni droite, peut-être qu'ils sont un petit peu perdus quand on voit aujourd'hui que très peu des Français sont positifs par rapport à cette politique-là, notamment au niveau national. Je vais vous répondre parce que je porte un changement. Et ce changement il est fort, mais il faut qu'il soit réussi. Parce que ce n'est pas ceux qui parlent le plus fort qui réussissent le mieux le changement. C'est ceux qui l'ont préparé et qui ont un bon projet et des solutions surtout. Et nous portons des solutions. Je suis le candidat des solutions très concrètes. Parce que nous avons bossé, nous avons un vrai projet. Et notre projet, mis en œuvre, si les Parisiennes et les Parisiens nous font confiance, va permettre des changements profonds dans la vie quotidienne pour améliorer les vies quotidiennes. Sur la cherté de la vie, sur l'accès au logement, sur un espace public mieux entretenu, plus sécurisé, avec des travaux mieux gérés, assurer la beauté de Paris, de notre patrimoine, de notre espace public, accélérer des politiques publiques pour permettre l'accès à la culture, au théâtre, à la danse, à la musique plus facilement, au sport aussi. On a plein de projets pour améliorer nos vies quotidiennes. Et ce changement-là, il sera réussi parce qu'il est concret, il est opérationnel. On a bossé. Mais je vais vous dire une chose. C'est vrai qu'il faut apaiser Paris. Parce que depuis 5 ans et demi, au Conseil de Paris, c'est un spectacle désolant. Voilà, c'est un spectacle, c'est le buzz permanent. Ça produit quoi pour les Parisiens? Les attaques du clan Hidalgo contre le clan Dati et du clan Dati contre le clan Hidalgo. Du buzz, du bruit, mais ça produit quoi comme idée? Quelle solution pour Paris? Quelle solution pour l'amélioration des vies au quotidien? Voilà. Donc je crois que les Parisiens, ils ont envie d'un maire, d'une équipe municipale demain qui s'occupe d'eux. Je suis le candidat qui parle des Parisiens. Je suis le candidat qui parle de l'avenir de Paris. Pour l'instant, les autres s'attaquent, mais parlent peu du fond. Être maire, c'est faire. Être maire, c'est délivrer des politiques publiques. Moi, c'est ma passion, c'est mon engagement. C'est ce que je veux faire. Demain, avec une équipe, avec les Parisiens, parce qu'on n'arrive pas à faire seul. On a besoin de l'énergie citoyenne pour ça. Voilà. Donc on a des propositions, effectivement, pour que ça marche à Paris, que le service public municipal fonctionne. Je veux remettre la culture de la réussite au cœur du service public municipal. Donc on a une méthode de travail, on a des idées, des solutions très concrètes, et c'est ça le vrai changement. C'est un changement réussi, c'est un changement qui va se voir, c'est un changement qu'on va pouvoir constater. Voilà. Et donc je pense que je porte ce changement, et ce changement demande à ne pas être sectaire. Je ne vais pas passer 6 ans, si les Parisiens me font confiance, à démolir ou à détruire ce qui a été fait. Je veux plutôt préparer l'avenir et amener des solutions. S'il y a des choses à changer de manière très nette, on va les changer de manière très nette. S'il y a des choses à accompagner, on va les accompagner. S'il y a des choses à faire évoluer, on les fera évoluer. Ça dépend des sujets, vous voyez. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir aussi de l'éthique. C'est être un candidat honnête pour être un maire honnête demain. De dire ce qu'on va vraiment faire. Je dis ce que je pense, je ferai ce que je dis parce que nous l'avons travaillé. J'ai été accompagné de 367 citoyens, femmes et hommes experts qui depuis 2 ans m'accompagnent sur la vision d'avenir de Paris, du Grand Paris, sur les solutions à mettre en place. Nous avons donné la parole aux Parisiens. 6000 contributions de Parisiens avec un document qui s'appelait « Et vous, maire de Paris, quelle serait votre priorité ?» On a réfléchi avec les Parisiens sur l'amélioration de la vie au quotidien. Je suis allé voir dans les métropoles, notamment européennes, ce qui s'y passait. Non pas pour copier des modèles, nos tissus urbains, nos cultures sont bien différents, mais pour s'inspirer de bonnes pratiques, de bonnes politiques publiques. Et ça nourrit notre réflexion et notre projet.
Donc le changement réussi, c'est celui qui est le plus préparé, c'est celui qui est le plus sincère et c'est celui qui va véritablement se faire. Pourquoi est-ce que selon vous, cette campagne maintenant est peut-être celle qui risque le mieux d'aboutir pour vous, sachant que vous avez perdu votre députation? En quoi est-ce que la campagne législative que vous avez faite, certes avec conviction, mais avec une défaite à la clé, en quoi est-ce qu'aujourd'hui, cette campagne de la mairie de Paris, c'est différent et vous avez un élan de victoire? Parce que d'abord, je pense que la vie politique nécessite d'accepter les défaites. Un mandat, il ne vous appartient pas. Et donc, c'est les citoyens qui décident à qui le confier. Donc, moi, j'ai eu des victoires et des défaites. Tout ça crée un parcours, une densité. Et en tout cas, j'ai toujours été constant. Et ma constance, c'est ma cohérence. J'ai toujours été fidèle à Paris et aux Parisiens. Je n'ai pas cherché à faire autre chose. Je me suis toujours concentré sur qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble à Paris. Donc ça, c'est vraiment cette fidélité, cette constance, cette authenticité. C'est notre marque de fabrique et c'est important. Ensuite, j'oserais vous dire que la circonscription, lorsque je l'ai gagnée en 2017, personne ne pensait que je la gagnerais. Personne. Aucun sondage me donnait vainqueur. Personne ne pensait que je gagnerais parce qu'elle était considérée comme une des plus à gauche de France. Et j'ai gagné parce que j'ai des électeurs qui viennent de la gauche, qui votent pour moi alors que je suis issu plutôt d'une droite modérée. Et on a tissé une relation de confiance. Alors évidemment, les élections nationales font que la circonscription est tellement à gauche que, évidemment, c'est difficile de la gagner à chaque fois. Mais j'ai fait des résultats bons par rapport au score, je dirais, de ma sensibilité nationale. Parce que j'ai des gens de sensibilité différentes, justement, qui votent aussi pour la personne, pour les projets que j'ai pu porter. Voilà. Mais en tout cas, je pense que du 18e arrondissement, on apprend beaucoup, plus vite qu'ailleurs. Et les rencontres que j'ai pu faire, la relation de confiance que j'ai pu tisser avec des citoyens qui peuvent ne pas voter pour moi, mais avec lesquels on a une bonne relation de confiance, font que je sais ce que je leur dois, je sais ce que l'on porte ensemble comme valeur commune et ce qu'on peut porter pour Paris. Et je pense que les lignes sont en train de bouger, que la dynamique est de notre côté, que le rassemblement est en train de s'effectuer et que rien ni personne ne pourra l'arrêter. Le 18e, c'est votre quartier préféré de Paris? Oui. Oui. J'aime Paris et j'aime me balader aussi bien dans la rue commerçante de la rue Daguerre que de la rue des Martyrs. Mais évidemment, j'ai un tropisme 18e. Évidemment, notre village de Montmartre que nous aimons, la Goutte d'Or. Bien sûr, il y a une identité très forte dans le 18e. Et on y apprend plus vite qu'ailleurs parce qu'on rencontre des gens tellement différents qu'on se densifie très vite. Mais Paris, c'est plein de petits villages. C'est une ville-monde cosmopolite. C'est magique. Voilà, composée exactement de plein de petits villages. Voilà, alors du Trocadéro à Ménilmontant, de Montmartre à la Porte de Vanves. Voilà, vous avez des vies, des récits, des rues, des vies. Qui font que Paris est une ville très diverse, très riche, mais il y a des points de convergence, par exemple. Voilà. Il y a des attentes qui sont les mêmes pour la qualité de vie. Je vous donne un dernier exemple. Moi, je me bats beaucoup pour le commerce de proximité. Dans une ville ultra touristique, où on est trop dans la quantité là aussi, au lieu d'être dans la qualité. Notre ville change, elle s'uniformise, elle se standardise. Et moi, je lutte contre l'uniformisation de Paris. Le charme de Paris, c'est sa diversité. Le charme de Paris, c'est ses commerces de proximité de bouche, c'est ses librairies, c'est ses théâtres, c'est ses cinémas, c'est ses troquets, c'est cette rumeur de la ville. Et tout ça tend à être aseptisé, uniformisé par des rouleaux compresseurs avec les mêmes types de boutiques, les mêmes logiques ultra-touristiques, le surtourisme. Ça, c'est pas possible. Il faut reprendre en main le destin de notre ville, renouer avec une âme de Paris, avec un certain charme de ces villages qui, additionnés, font de Paris une belle ville-monde qu'on aime venir voir telle qu'elle est et non telle qu'on voudrait nous la vendre. Concernant justement les petits commerces, etc., est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur l'installation de Chine récemment, en plein cœur de Paris, première mondiale et vivement critiquée par de nombreux Parisiens. Oui, mais ils ont raison. Je leur donne raison. Oui. C'est pas ma tasse de thé, c'est pas ma conception.
Je considère que c'est la société de la surconsommation, c'est la société qui, comment vous dire, qui n'est pas dans une logique éthique. Nous sommes tous responsables de notre façon de consommer. Alors après, il y a une éducation aussi sur tous ces sujets, une sensibilisation, et puis il y a aussi la lutte contre la vie chère, qui fait qu'il faut aussi trouver des moyens de consommer à moindre prix, mais de la qualité et une production qui est respectueuse des valeurs qui sont les nôtres. Et là, on voit bien que ce modèle-là ne va pas dans ce sens, et que ce n'est pas vers cette société-là qu'il faut aller, et donc c'est vers d'autres modèles, et c'est ce que nous avons à construire ensemble à Paris. Moi, ce serait plus rapidement, juste pour revenir sur votre programme très rapidement. Vous voulez donc mettre 6 000 nouveaux policiers municipaux, enfin c'est votre but en tout cas, et de les armer pour assurer une plus grande sécurité. On voit qu'aujourd'hui, pour les Parisiens, c'est quelque chose d'hyper important, eux, la sécurité. Je crois que c'est la deuxième chose la plus importante pour eux, après le coût de la vie. Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui se sentent en insécurité à Paris et en même temps, enfin à cause de la délinquance, mais aux personnes qui se sentent en insécurité à cause des policiers aujourd'hui? Je dis plusieurs choses. Je dis une police municipale, elle a pour fonction de faire de la prévention et des sanctions sur les incivilités et la petite délinquance qui minent le quotidien. Donc je souhaite 6 000 agents à la fin du prochain mandat, c'est-à-dire 2032. 6 000 agents formés. Pour moi, ce qui est plus important, c'est la formation. Il faut former à chaque métier. Et c'est souvent quand on n'est pas bien formé qu'il y a des fautes qui peuvent être commises et des manquements aux règles éthiques de son métier. Donc, mieux former. C'est quoi un policier municipal? Quels sont ses pouvoirs? Quelles sont ses limites? Comment il est contrôlé, etc. Pour qu'il puisse faire un véritable travail. Et je veux qu'il soit 24 heures sur 24, ce travail-là, 7 jours sur 7, avec un numéro dédié de 7517. Une police municipale visible, donc dissuasive, visible et donc réactive sur le terrain à pied et à vélo, pour régler les problèmes et assurer la tranquillité et la sécurité de toutes et de tous. Ça me paraît important. C'est un maillon qui viendra compléter un travail de la police nationale qui est, elle, plus sur la grande délinquance ou évidemment la criminalité. Viendra compléter des dispositifs que je veux mettre en place, notamment des travaux d'intérêt général. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Je porte cette idée depuis de nombreuses années. C'était repris d'ailleurs par Gabriel Attal quand il était Premier ministre. Des peines de réparation qui permettent de lutter contre la récidive. Ça me paraît important. Il y a plein de dispositifs sur lesquels on a travaillé. Dans la campagne, on va faire des propositions, notamment pour les Parisiennes, notamment la nuit, la sécurité des femmes la nuit. Il y a de vrais sujets et nous allons faire des propositions très concrètes pour améliorer les transports en commun, les transports individuels, les zones de sécurité, l'éclairage, l'accompagnement, la formation justement des policiers, qu'ils soient nationaux ou municipaux, à ces violences-là et au suivi. Bref, on aura beaucoup de propositions sur la sécurité et on va former des brigades spécialisées dans la police municipale par thématique pour traiter des sujets qui sont divers, pour qu'elles soient la plus performantes possible dans un cadre de dialogue, de prévention et aussi de sanctions avec des pouvoirs spécifiques sur un certain nombre de sujets pour améliorer là aussi la qualité de vie au quotidien, assurer la tranquillité et la sécurité par différents dispositifs qui, combinés et fonctionnant bien entre eux, vont permettre de réduire les questions d'insécurité et de tranquillité publique. Pourquoi l'armement ? L'armement, ça doit se faire de manière progressive et avec une formation. Voilà. Mais il faut former et armer nos policiers municipaux. D'abord parce qu'ils sont une cible. Le fait de porter l'uniforme fait de vous une cible. On a vu à plusieurs reprises, l'exemple qu'on retient, c'est 2015, les attentats. La jeune policière municipale, Clarissa Jean-Philippe, a été abattue par un terroriste simplement parce qu'elle portait l'uniforme et qu'elle était sur son passage. Et on a plein de cas malheureusement identiques de violences qui sont commises parce que vous portez l'uniforme. Et puis, quand vous êtes policier municipal, si vous tombez un moment dans votre travail sur des individus qui sont armés, dans le trafic de drogue, dans le proxénétisme, vous n'avez pas les moyens de vous défendre ou de protéger la population qui peut être victime de la violence de ces individus. Donc les former, c'est être très pragmatique et très conscient du danger de leur métier et de ce qu'ils peuvent apporter pour la sécurité. Et donc c'est très important d'assurer la sécurité des citoyens. Et là aussi, quel que soit votre âge, votre génération,
votre quartier, votre condition sociale, vous devez pouvoir aller venir en toute liberté et en toute sécurité, c'est très très important. Est-ce qu'il existe dans ce débat des violences policières? Oui, il existe des violences policières, elles sont inacceptables, elles doivent être condamnées. Il doit y avoir évidemment de la part de la police des polices des enquêtes et il doit y avoir des décisions pour aller devant la justice pour sanctionner certaines violences policières qui sont inacceptables, qui abîment le métier de policier. La police, elle est républicaine. Mais je ne suis pas de ceux, et je le condamne très fermement, de celles et ceux qui disent qu'il existe une violence des policiers ou que la police serait violente, parce que c'est une généralisation. Non, la police n'est pas violente. La police, elle est républicaine. S'il n'y a pas de police, il n'y a pas d'ordre public. S'il n'y a pas d'ordre public, c'est la loi du plus fort. Ça veut dire que demain, on peut rentrer chez vous et s'installer. On peut vous voler dans votre commerce, on peut vous arracher n'importe quoi, et c'est la loi du plus fort. Et ça, une république et une démocratie se construisent sur une police républicaine qui assume d'assurer la sécurité des personnes, la sécurité des biens, pour que chacun puisse vivre en toute liberté sa vie comme il l'entend, encore une fois. Et quand il y a des violences de certains policiers, alors là, il faut être intraitable, extrêmement sévère, parce qu'ils abîment et souillent leur uniforme, salissent leur métier. Et pour ça, il y a évidemment un travail à faire jusque devant la justice. Vous parliez justement de la sécurité des femmes donc dans les transports. Oui. Il y a une pétition récemment qui a été lancée pour créer des wagons dans le métro, notamment spécialisés donc pour les femmes, et c'était les enfants. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire? Honnêtement, il faut que j'y réfléchisse. Ouais. Je n'ai pas la vérité surtout comme ça. Est-ce Ce que qui ça me serait gêne un l'idée? peu, c'est que je préfère qu'on assure la tranquillité, la sécurité de toutes et de tous, et pour que les gens vivent ensemble. Voilà. Donc, philosophiquement, je ne suis pas sûr de suivre, mais j'écoute, il faut que j'y réfléchisse. Mais moi, je préfère avoir une présence humaine de sécurité à l'intérieur du métro et dans les couloirs et dans les wagons pour être dissuasif et rassuré. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est que 90% des femmes à Paris disent avoir été victimes de violences sexistes ou sexuelles dans les transports en commun. Ça, c'est inacceptable et très très grave. Donc, remettre de la présence humaine pour dissuader et sanctionner, faire du flagrant délit, faire de la vidéoprotection, aussi à l'intérieur des métros, pour identifier ces agresseurs, voilà, ça me paraît indispensable. Voilà, donc on va porter un sujet spécifiquement sur la sécurité des Parisiennes, sur les violences dont elles sont victimes. Alors évidemment, il y a le transport en commun, mais il y a aussi l'espace public, on en parlait tout à l'heure, où on a des propositions très fortes, et notamment aussi la nuit, qui est un vrai problème, un vrai fléau pour lutter contre les atteintes à leur dignité. Une question sur la gentrification Oui. de Paris. Votre avis dessus, tout simplement. C'est plutôt large comme sujet, la gentrification, on est bien C'est un d'accord. gros mais- sujet. La gentrification, pour bien comprendre, c'est un phénomène d'exclusion, pour faire simple, des personnes les plus modestes. Une ville, elle est faite pour toutes et tous. C'est pour ça qu'en matière de logement, je porte une politique qui me semble équilibrée, qui permet de dire on a besoin d'offres privées, donc on va redonner la confiance aux propriétaires pour qu'ils remettent sur le marché principal leur logement à destination de gens qui peuvent louer sur le marché privé, pour qu'il y ait plus d'offres et éviter la montée des prix. Et redonner la confiance aux propriétaires avec un fonds de garantie de paiement des loyers qui sécurise le propriétaire, qui se dit je remets mon bien sur le marché, je suis sécurisé, et ça protège aussi le locataire en cas de problème de perte de pouvoir d'achat pour rester dans son logement le temps qu'il reprenne une activité ou le temps qu'il puisse changer d'appartement sans rentrer dans une logique de surendettement. Deuxièmement, on a le logement intermédiaire dont on parle peu, mais qui est un loyer moins cher que le privé, mais plus cher que dans le social, qui s'adresse plutôt à ces classes moyennes, à ces familles, qui sont en train de partir de Paris parce que la vie est chère et qui trouvent qu'ils n'ont pas les services avec. Alors on a vu tout au long de notre interview qu'on va améliorer les services sur l'école, sur les crèches, sur les équipements sportifs, culturels, sur la lutte contre le bruit, sur la lutte contre la pollution, sur plein de choses de vie quotidienne qui vont faire que dans l'espace public, on vivra mieux à Paris. Mais il y a la question du logement qui est vraiment prioritaire, donc on va refaire du logement intermédiaire pour ces personnes-là.
Et puis il faut du logement social. Moi je ne suis pas adepte du tout logement social de la ville de Paris, mais je ne suis pas adepte du tout du zéro logement social qui est porté de l'autre côté par Madame Dati. Du logement social, il en faut, de manière équilibrée, et il faut surtout donner des priorités d'accès au logement social. Et une de mes priorités en matière d'accès au logement social, c'est de permettre aux femmes et aux hommes qui travaillent à Paris d'avoir un accès prioritaire au logement. Les infirmières, les aides-soignants, les policiers municipaux, les enseignants, les personnes qui travaillent dans nos commerces, dans nos entreprises, qui permettent à Paris de tenir debout, de vivre au quotidien. Ces personnes travaillent à Paris et souvent habitent à 1h30 de Paris, donc 3 heures de transport aller-retour. Leur donner la priorité d'accès au logement, c'est une question de justice sociale, c'est une question de mérite et c'est une question d'attractivité pour Paris, l'attractivité de nos métiers indispensables pour Paris. Donc vous voyez, sur ces questions-là, on peut créer de la diversité sociale, de la diversité générationnelle aussi, avec du logement pour les étudiants, les apprentis, les jeunes travailleurs. Pour les retraités aussi, parce que parfois quand vous prenez la retraite, vous perdez du pouvoir d'achat et dans une vie chère, vous ne pouvez pas vous maintenir. Et donc dans l'intergénérationnel, on voit qu'on a plein de choses à faire. J'ai travaillé avec des associations spécialisées sur ces questions-là, où parfois on peut mettre en place des systèmes bien protégés pour permettre à des gens qui ont des appartements grands, qui vivent seuls, dont les enfants sont partis, ou qui vivent en couple, voilà, et qui ont des pièces disponibles, de pouvoir les louer moins cher pour des étudiants, pour des jeunes travailleurs, pour des apprentis. Bref, il y a plein de possibilités pour faire en sorte qu'on améliore la fluidité de la chaîne du logement pour permettre à chacune et à chacun de pouvoir vivre à Paris, quel que soit son niveau social, quel que soit son âge. D'accord. Ok. Moi j'ai une question plus légère. Vraiment plus légère. Paris FC ou Paris SG? Alors d'abord, il faut qu'on se réjouisse. On a enfin deux grands clubs en Ligue 1. Donc c'était une exception européenne. On est sorti de cette exception. Donc moi je suis très content de soutenir à la fois le PSG et le Paris FC. Alors le PSG a un temps d'avance, parce qu'il y a l'histoire, parce qu'il y a quand même cette belle victoire qui nous a rendus tous fiers au printemps dernier. Et on espère que ça va continuer cette année, qu'on va faire le doublé. On va soutenir le PSG à fond. Et puis je soutiens aussi le Paris FC pour que le Paris FC monte en puissance et s'installe comme le deuxième grand club français. Et puis je me réjouirai qu'ils soient tous les deux en compétition, une compétition stimulante pour faire rayonner Paris et faire la joie des supporters. Et vous, maire de Paris, est-ce que vous vendez ou pas le Parc des Princes? Alors ce n'est pas mon idée de départ de vendre, je serais plutôt pour un bail amphithéotique prolongé, un agrandissement du parc en lien avec le club, parce que pour moi le parc c'est le PSG et le PSG c'est le parc, donc je souhaite qu'il reste, mais je ne m'interdis pas d'aborder la question de la vente. Parce que je veux renouer le dialogue avec le club, je veux retisser une relation de confiance et je veux me battre pour que le PSG reste au parc parce que c'est sa vocation, c'est son histoire et c'est son avenir. Merci. On va passer à notre troisième et dernière section. Donc, on s'intéressera ici donc, sur des questions donc, axées sur donc, les étudiants, de manière générale, parisiens ou autres, qu'importe, et aussi sur les questions des jeunes parisiens qu'on a pu observer, nous, et demander. D'abord, une question assez large. Comment répondrez-vous à l'inquiétude qu'ont les jeunes face aux défis de demain qu'ils vont devoir assumer, donc climat, tensions géopolitiques, sécurité, qui peuvent parfois les perdre, en fait, et honnêtement, on ne sait plus de quoi sera fait l'avenir, on ne sait plus ce qu'on doit faire, nous, finalement. Dans ce monde-là, il y a beaucoup d'inquiétudes chez les jeunes concernant ça. Oui, je l'entends, je constate, puisqu'on dialogue chaque jour. Cette inquiétude est légitime parce qu'il y a plein de vertiges. On est en train de déconstruire plein de fondamentaux qu'on croyait solides et acquis. Et en fait, les fondamentaux, ils se transmettent, ils se protègent parce qu'ils ne sont jamais acquis. Fondamentaux d'une démocratie pour défendre nos droits et nos libertés qui sont menacés par l'extrémisme politique, la haine de l'autre, les LGBT-phobies, le racisme, l'antisémitisme, la haine de l'autre. Paris, c'est la ville de la tolérance. On vit comme on l'entend et on doit protéger toutes ces libertés. On doit défendre l'état de droit et donc on va le faire ensemble. La question de la transformation écologique, la question de nos projets pour lutter contre le réchauffement climatique, on a des projets, on en a parlé, on va le défendre ensemble, quelle que soit sa génération, quelle que soit sa condition sociale, quel que soit l'endroit où on habite sur la planète, on a le même destin. Et ce combat, c'est le combat de l'humanité. Et donc justement, il faut être ensemble. Et il ne faut pas laisser une génération, une catégorie sociale ou une catégorie de personnes de côté. Voilà. On a des combats à mener à l'échelle d'une ville, on a des combats à mener à l'échelle d'une nation,
On a des combats menés à l'échelle d'un continent, mais on a des combats menés à l'échelle de la planète. Et donc, il faut savoir où on va, il faut avoir la solidité de la vision et se donner les moyens de mettre en œuvre des politiques publiques. Et pour ça, l'instrument majeur, c'est la démocratie. Parce que la démocratie, ça nous permet de dialoguer, ça nous permet de convaincre, pour accélérer des politiques publiques. Et ce combat-là, on va le mener. Et c'est la nouvelle génération qui va s'engager. Voilà, dans la diversité des idées, des comportements, il faut s'engager. Et il faut être ensemble. Il ne faut pas être séparés. La nouvelle génération, elle a toujours amené une nouvelle vision, de nouvelles idées. Elle est là pour bousculer. Et c'est important. Mais elle est là pour produire et faire demain des politiques publiques efficaces sur ces sujets-là qui sont majeurs. La défense de la démocratie, la défense de droits, de nos libertés, la défense d'un air respirable, la défense d'une planète qu'on sauvegarde. Et donc ces combats-là, on va les mener ensemble, de manière très déterminée, de manière très résolue. Évitons la division, évitons comment vous dire, la haine de l'autre qui conduit à l'abîme, voilà, et qui fera le jeu des pouvoirs autoritaires, qui combine évidemment l'agression des libertés et des droits, mais qui combine aussi les politiques les plus agressives en matière écologique. Donc c'est un combat qui est absolument lié. Donc vous leur direz, gardez confiance, engagez-vous. Oui, moi je mène une campagne positive et optimiste, parce qu'il faut de l'espoir, il faut de l'espérance. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de résignation à ce que le pire advienne. Il est possible, on le sait, c'est tout à fait angoissant, mais ça nous donne encore plus de détermination, beaucoup plus d'énergie pour nous battre. Nous devons nous battre. Votre génération, ma génération, ensemble, pour défendre un modèle, pour défendre ce qui me paraît essentiel pour préserver notre qualité de vie. Donc ce combat-là, il faut le mener. Il ne faut pas le laisser de côté. Il ne faut pas subir les événements. Il faut écrire l'histoire. Moi, je pense que pour mener ce combat, avant tout, il y a un réel problème, c'est relier et renouer les jeunes avec le vote. Car en ce moment, on voit même que les jeunes qui votent souvent les extrêmes, que ce soit la droite ou la gauche. Comment est-ce qu'on peut renouer les jeunes déjà avec le vote en général et avec un vote plus classique que nos parents ont connu, des partis républicains? Alors je vais vous donner un point de vue qui n'est que le mien, mais ce qui m'intéresserait, c'est plutôt le point de vue des jeunes, parce que pour comprendre pourquoi les jeunes votent moins et pourquoi parfois ils votent aux extrêmes, c'est mieux, et c'est ce que je fais, d'écouter, pour comprendre et puis surtout changer les choses. Honnêtement, je parle pour moi, mais aussi pour tous les jeunes qu'on côtoie. Je pense que c'est aussi un ras-le-bol, c'est un peu bateau à dire, ouais. Et c'est, je pense, un ras-le-bol et de deux, un désintérêt total pour la politique. Ouais. C'est-à-dire que nous, on a la chance de faire des études de relations internationales et de sciences politiques, mais pour, j'allais dire, le jeune de 20 ans lambda, moi, par exemple, je viens de Nîmes et de la campagne nîmoise, qui vit dans la campagne, il n'y a pas cet attrait à la politique qui l'intéresse, quoi. Oui, en fait, on a l'impression, venant de la campagne, moi aussi, un peu un manque de résultats parfois concrets, et ce depuis des années, ce qui fait qu'en fait, on a une génération qui se demande pourquoi, en fait, je devrais m'intéresser à ça, sachant qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui revient vers moi ou vers mes parents, ma famille, etc. J'entends et je comprends et je l'entends souvent et c'est important d'écouter et de respecter, d'apprendre et puis de faire bouger les choses, mais ensemble. Il n'y a pas personne n'a la vérité révélée et ce n'est pas une personne comme ça qui va dire en faisant ça, on va redonner la confiance. Bon. On a parlé de pas mal de sujets très concrets et des solutions à apporter, ne serait-ce qu'à l'échelle d'une ville, qui peut permettre de retisser la confiance, de voir que quand on fait quelque chose ensemble, ça peut produire de l'efficacité, de manière très opérationnelle, sur la culture, sur la lutte contre la pollution, sur l'accès au sport, sur l'accès au logement dans une vie chère, voilà, etc. Mais ce qui est important, c'est de dire aussi des choses fondamentales. Quand on se met en dehors du débat public, quand on se met en dehors du champ démocratique, on laisse les autres décider à sa place. À titre personnel, et je pense que beaucoup de jeunes doivent penser ça au fond d'eux, on n'a pas envie de laisser les autres décider. Parce que si un jour ils décident de quelque chose qui dessert profondément nos intérêts, notre vision de la société, alors il sera trop tard. Et il ne faut pas croire qu'une démocratie est intangible. L'histoire nous enseigne que non. En 1940, on disait que la France était une des plus grandes armées au monde. On disait que la France avait les institutions républicaines les plus solides.
On disait que la France était la terre de l'humanisme. Eh bien, en quelques semaines, tout s'est écroulé. Tout s'est écroulé. La puissance militaire, les institutions, et il y a eu donc une invasion, il y a eu après une petite collaboration, et ça a été la haine, et ça a été la destruction de tout ce qui fait nos droits et nos libertés. Donc le pire n'est pas certain, mais n'est pas impossible, et que donc il faut se battre, il faut s'engager, chacun à sa manière, chacun avec son envie, chacun avec son temps, pour essayer de faire du commun, d'essayer de se battre pour amener des sujets, amener des solutions, que ce soit à l'échelle d'un petit village, à l'échelle d'une grande ville, à l'échelle de la nation, à l'échelle d'une association, à l'échelle d'un quartier. Chacun apporte. La politique, ce n'est pas que l'élection. C'est important pour sauvegarder le modèle, pour le préserver et le transmettre. Mais la politique avec un grand P, pas la petite politique politicienne, les petites phrases les uns contre les autres. La politique avec un grand P, c'est la vie de la cité. Quand on est président ou entraîneur d'un club de football, on fait des choses en commun. C'est pareil lorsque c'est le judo, c'est pareil lorsque vous faites du théâtre, c'est pareil lorsque vous avez des agoras et des discussions, c'est pareil dans les universités, c'est pareil lorsque vous travaillez aussi, vous produisez, donc vous faites de... Voilà. Tout est politique avec un grand P, au sens... tout doit produire du commun. Ce n'est pas quelque chose qui doit être rétréci. Ça, c'est la politique politicienne. Il faut ouvrir les portes et les fenêtres. Voilà. Et donc, je pense que dans ce dialogue-là, on peut apporter beaucoup de choses. D'ailleurs, dans le projet que nous portons, on veut associer les citoyens à la construction des décisions. On fera par la digitalisation beaucoup de co-construction avec les citoyens, d'aménagement, de choix dans les quartiers, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre, ou, question à choix multiples, ou vos propres opinions. Vous amenez un sujet qu'on ne vous a pas posé et vous pouvez en décider aussi. Et puis on fera aussi à mi-mandat un grand référendum pour faire un bilan et puis pour dresser des perspectives. Associer les citoyens le plus possible à la construction de la décision pour se dire qu'on ne voit pas tout, qu'on n'a pas raison sur tout, que les citoyens peuvent avoir des idées, des propositions qui peuvent être utiles pour la prise de décision à l'échelle d'une ville, mais c'est vrai de manière plus large. Et puis en même temps, ça apprend chaque citoyen à la complexité de la décision. C'est pas simple de tenir compte de tous les avis, de se forger une opinion et ensuite de prendre une décision. Ça demande même certaines qualités, un certain courage, parce que de toute façon, prendre une décision, c'est être attaqué. Parce que tout le monde n'y trouve pas forcément son intérêt ou son compte. Mais si on veut avancer ensemble, si on veut produire du commun, c'est vrai pour une famille, c'est vrai pour un club sportif, c'est vrai pour une association, c'est vrai pour une commune, c'est vrai pour une plus grande ville, c'est vrai pour une nation. Mais c'est tellement important. Donc moi j'invite plutôt la nouvelle génération à s'engager de la manière dont elle souhaite, dans sa diversité, mais partout où elle le peut, qu'elle s'engage et qu'elle dessine le monde qu'elle a envie de voir advenir pour elle et pour ses enfants. Ça me paraît fondamental. Voilà. Dans un contexte géopolitique dangereux, de bascule possible, c'est vrai, dans un contexte de fracture française puissante, territoriale, sociale, économique, d'un modèle démocratique qui est contesté, une montée des extrêmes, la question des réchauffements climatiques, oui, il y a des questions profondément angoissantes. Mais c'est parce qu'elles sont là que la réalité est en face de nous, qu'il faut dire la vérité et qu'il faut faire des choses et qu'il faut donc s'engager. Il ne faut pas subir les événements. Subir les événements, c'est très dangereux. Là où je pense que je suis un peu en désaccord avec vous, c'est oui, les jeunes doivent s'engager, on est d'accord, mais malheureusement, il y a encore un élitisme, surtout dans l'exemple de nos études. On n'a pas fait Sciences Po ou des grandes écoles. On nous montre souvent que les portes sont fermées. Est-ce que vous êtes pour cette fin de l'élitisme? Par exemple, si on n'a pas fait Sciences Po l'ENA, nous, on a beau rêver de travailler dans des ministères, etc., dans des cabinets, mais si on n'a pas fait Sciences Po l'ENA, on nous montre et on nous dit malheureusement, ça ne va pas être possible, alors vous allez devoir galérer 3 fois plus. J'ai connu ça, hein, je vous l'ai dit, moi. Et pourtant, vous avez fait Sciences Po. Oui, à Toulouse, mais enfin, vous savez, il y a des gens qui considéraient que c'était mieux faire Sciences Po Paris. Il y a toujours des gens qui se croient supérieurs à vous.
Donc il ne faut pas l'intégrer. Voilà. Personne n'est supérieur à vous. Voilà. On est tous à égalité, hein, de droits et de devoirs. À titre personnel, je vous ai dit, je suis rentré par les fenêtres hein, parce que les portes étaient bien verrouillées. Tout le monde, vous comme moi, lorsque j'avais votre âge, on n'a pas forcément tous les codes, on n'a pas forcément tous les soutiens. Ça, c'est vrai. Et donc, je suis moi très favorable à remettre de l'ascenseur social, la promotion républicaine à tous les étages. Il y a beaucoup à faire sur l'éducation, sur les sensibilisations, au niveau de l'école, au niveau des assos, au niveau des soutiens. Il y a énormément de choses à faire. Ouvrir le monde de l'entreprise, ouvrir le monde des collectivités, de l'État, etc., à tous les profils, ça c'est certain, et c'est un de mes combats. Mais il y a aussi vous, comme individu, le conseil, modeste conseil que je peux donner, si la porte est fermée, il faut rentrer par la fenêtre, il faut vous battre, et vous allez trouver des soutiens, parce qu'il existe aussi des gens qui aident les autres. Il y a des gens qui ont eu le même parcours que vous, qui vont se reconnaître en vous et dans les difficultés que vous pouvez avoir. Et il faut rester résolument positif et optimiste, même si je sais que c'est un combat permanent, bien sûr. Bien sûr qu'il y a des gens qui aiment rester entre eux, c'est une évidence. Et c'est ça l'élitisme, et il faut combattre l'élitisme. Il ne faut pas combattre l'élite, il y aura toujours des élites économiques, des élites sociales, des élites politiques, des élites sportives, des élites culturelles, c'est-à-dire des gens qui sont par exemple des exemples. Mais comme ils sont des exemples, ils doivent ouvrir les portes et pas les fermer. L'élitisme, c'est vouloir cultiver l'entre-soi. Ça, c'est très dangereux, c'est d'ailleurs insupportable. Moi-même, je me bats contre ça, même encore, aujourd'hui. Hein, celles et ceux qui disent « Ah, Pierre Bournazel, il a un bon projet, hein, Pierre Bournazel, il est légitime, hein, il connaît bien Paris et il a bossé. Ah, mais pourquoi ce serait lui hein, parce qu'on va mettre des stars de la politique, etc. » Vous voyez, je sens que les Parisiens, ils me donnent de plus en plus raison. Et il a fallu batailler, on va continuer à batailler, c'est loin d'être gagné, mais il faut pousser des coudes. Voilà. Donc il y a son engagement personnel, son caractère, son tempérament qui compte beaucoup. Ne vous laissez pas impressionner, défoncez les portes et rentrez par la fenêtre. Je veux dire, la vie publique n'appartient à personne. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des choses à changer de l'intérieur aussi, mais aussi des bonnes personnes qui à l'intérieur tendent la main et font évoluer le système. La reproduction sociale, c'est insupportable, parce que la reproduction sociale, c'est pas le mérite. Et dans une république et dans une démocratie, le mérite, ça doit compter beaucoup. L'égalité des chances, ça doit compter beaucoup. C'est pour ça que, comme parlementaire, je me suis beaucoup battu, et je suis très content de ça, parce que ça a eu déjà des bons résultats, et il y aurait beaucoup à faire encore, sur le dédoublement des classes. Je suis un des artisans du dédoublement des classes en zone d'éducation prioritaire et zone d'éducation prioritaire renforcée, c'est-à-dire d'avoir moins d'élèves devant l'enseignant pour apprendre les fondamentaux, lire, écrire et compter. Par exemple, dans le 18e, lorsqu'on a lancé cette réforme en 2017, aujourd'hui, les enfants qui sont au collège ont un meilleur niveau que leurs prédécesseurs qui sont issus des mêmes établissements. Donc c'est encourageant. Alors il faut du temps pour ça, hein, il faut une génération. C'est 15-20 ans. Mais ça a été fait et ça permet à des enfants qui ont moins de capital social ou culturel au départ d'avoir les mêmes chances ensuite de réussir et de prendre l'ascenseur social. Voilà. L'école, elle doit permettre à chacun de pouvoir aussi réussir et de s'épanouir dans la vie. Forger des citoyens libres, qui pensent par eux-mêmes, et de trouver une voie sociale qu'ils auront choisie, et qui ne soit pas freinée et empêchée. Ça commence là. Il y aura d'autres choses à faire, bien sûr, mais déjà ça commence à l'école, et cette réforme y contribue. Et il faudrait apporter d'autres idées, j'en ai, qui ne sont pas la compétence d'un maire de Paris, mais plutôt la compétence du législateur, une compétence nationale, mais c'est très important l'école. C'est comme ça d'ailleurs que la République s'est construite, il ne faut pas l'oublier. La République, notre démocratie française, elle s'est construite à travers l'école, qu'on a voulu laïque, gratuite et obligatoire, pour permettre aux enfants d'ouvriers, aux enfants de paysans de pouvoir aller à l'école, d'avoir un savoir, de pouvoir progresser dans la hiérarchie sociale, et ça a bien fonctionné. Et puis, depuis quelques années, effectivement, il y a de nouveaux blocages. Et cette reproduction sociale, on doit évidemment la contourner. Et la contourner, c'est de permettre l'égalité des chances. Voilà. Donc, pour finir, pourquoi voter pour vous Très bonne question. Évidemment. La réponse est moins facile. Oui, évidemment. Mais surtout, pourquoi voter pour vous en tant que jeune Parisienne et Parisien? Peut-être parce que je suis un candidat sincère. Parce que je suis élu de Paris depuis 17 ans, que j'ai toujours été fidèle à Paris, aux Parisiens. J'ai connu des victoires et des défaites, mais je suis toujours resté fidèle, constant et cohérent. Donc je pense que la sincérité, c'est la marque de fabrique d'un maire pour tisser une relation de confiance. Moi, je ne demande pas qu'on soit d'accord avec tout ce que je propose,
Je ne demande pas le culte de la personnalité, mais si on pense qu'il y a une bonne vision, qu'il y a de bonnes idées, on peut y contribuer et participer. C'est pour Paris, c'est pour les Parisiennes et les Parisiens, parce que je suis un homme libre et indépendant d'esprit, je rassemble des gens très différents. Et c'est aussi, me semble-t-il, une force et une chance pour renouer de la confiance avec les citoyens et les jeunes Parisiens. Et puis, comme je dirais, le deuxième, c'est parce que ma démarche, je la crois profondément honnête. C'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé sur le fond, on a vraiment bossé. Je ne suis pas seul, on a accompagné des gens qui ont vraiment travaillé avec moi à la vision, au projet, aux solutions à mettre en œuvre. Et cette honnêteté fait qu'on peut retisser là aussi de la confiance. C'est-à-dire que ce que l'on dit, on va vraiment le faire. On a une bonne méthode de travail sur l'expérimentation, sur l'évaluation. Ça va nous permettre d'être au plus juste et au plus près. Et puis on va associer les citoyens tout au long du mandat. Ça va éviter d'insister sur des erreurs. Ça va nous permettre de voir clair sur des sujets qui évoluent et de tenir compte de la vie réelle. Voilà. Et je pense que cette éthique-là, elle compte et qu'elle peut rétablir de la confiance. Elle ne se décrète pas, cette confiance, elle se construit. Donc ça sera tout au long du mandat que cette confiance pourra s'établir de nouveau. En tout cas, j'ai l'énergie pour ça, j'ai la détermination. Il y a une équipe solide, elle est diverse, elle est plurielle. Et c'est pour Paris, rien que pour Paris. C'est pour les Parisiennes et les Parisiens, rien que pour les Parisiennes et les Parisiens. Et c'est comme ça qu'on veut mener une campagne. Et c'est comme ça qu'on veut demain agir pour Paris et pour la qualité de vie des habitants. Donc voilà, je dirais que c'est l'authenticité de la démarche et aussi l'honnêteté des propositions et des solutions et l'honnêteté de la méthode de travail pour assurer cette confiance dont on a tant besoin dans une démocratie avant que tout ça vacille. Donc Paris doit être aussi un rempart face à la montée des extrémismes et des populismes. Et je l'ai dit au Trianon lorsque j'ai déclaré ma candidature au mois de juin dernier, je veux me battre pour des valeurs aussi à Paris, au-delà des propositions et des solutions pour la vie quotidienne, des valeurs partagées, les valeurs de la démocratie française, les valeurs de la République, les valeurs qui font qu'on a des droits et des libertés et que ces droits et libertés doivent être protégés parce que ces droits et libertés sont reniés, attaqués par des extrémismes politiques qui sont de plus en plus dangereux et qui montent en puissance. Donc c'est cette confiance-là que je veux tisser. D'accord, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci, bon courage. Merci à vous, merci beaucoup. Et voilà, l'interview touche à sa fin. Nous vous remercions infiniment d'avoir regardé en entier. Nous remercions aussi encore une nouvelle fois Monsieur Bournazel d'avoir accepté notre invitation. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et à très bientôt pour un nouveau Café Incubateur.